Je suis devenu père, mais sans propre père. Et de voir mes filles grandir m'est venu un besoin puissant de retourner là-haut, dans cette vallée, celle qui m'a vu naître. Bienvenue, Gwenaëlle. Pour vous présenter, du coup, vous êtes cinéaste suisse de documentaire, dont un dernier que vous venez de faire qui s'appelle La Vallée, et vous êtes aussi responsable de Cinédoc. Est-ce que vous voulez nous parler de quelques mots de votre film ? Alors bonjour, merci, oui. Donc La Vallée, c'est un film documentaire intime sur l'histoire de ma famille, où j'ai eu le besoin, en devenant moi-même père, de retourner sur l'histoire de ma famille, à La Vallée, justement, dans cette vallée. Une enfance à la fois, on va dire, heureuse, les étés à l'alpage, les étés dans cette vallée, mais aussi compliquée avec un père alcoolique. Donc voilà, le film est ce retour dans la famille pour ouvrir la parole et reparler en fait cette histoire qui nous a tous marqués. C'est d'ailleurs votre première phrase du film, quand vous êtes devenu père mais sans votre propre père. Oui. C'est quelque chose que vous avez eu peur ou quelque chose que vous avez craint comme ça, de répéter un peu des schémas que vous avez vécu avec votre père ? Oui, donc avant de faire le film, il fallait déjà devenir père, ce qui m'a déjà mis assez longtemps quelque part. C'est vrai que je pense comme pas mal d'enfants qui ont eu des parents malades. En tout cas, moi, j'avais effectivement la crainte déjà d'avoir des enfants. En fait, j'avais peur de répéter. J'ai grandi avec un modèle qui n'a pas fonctionné, même s'il y avait quand même beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Et du coup, c'est vrai que ça m'a déjà pris du temps pour me dire « Ah oui, moi aussi, je peux devenir père, ne pas avoir peur de ça ». Et après, c'est en voyant mes enfants naître, en voyant comme ces petits bouts de chou que j'aime tellement sont si fragiles, que ça m'a tendu un peu un miroir en me disant « Ah ouais, mais en fait, quand j'avais l'âge de mes filles-là, nous, on vivait quelque chose de très compliqué avec un père alcoolique, un père bipolaire, à l'époque on disait maniaco-dépressif. On avait une mère qui n'était pas malade, elle, heureusement. Mais après, les parents sont séparés, on a grandi une partie de notre enfance avec notre père, principalement. Qui était instable, qui était d'humeur volatile, qui buvait. Et on a grandi depuis l'âge, moi de 6 ans, ma sœur de 4 ans, quand même pas mal d'années là-dedans, des âges où justement on se construit. Et où on n'a pas eu cette sécurité, cette stabilité qui est nécessaire idéalement pour s'épanouir pleinement quand on est enfant. Ouais. Qu'est-ce qui vous a aidé du coup parce que là vous parlez justement de cette difficulté de ne pas avoir ça, de cette sécurité et puis cette stabilité qu'a besoin un enfant. Qu'est-ce qui vous a aidé quand même à vous construire, parce que vous êtes un homme, père de famille, avec cette stabilité-là aujourd'hui, et c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en place pour vos filles. Qu'est-ce qui vous a permis, où est-ce que vous avez trouvé ces ressources-là du coup ? C'est une bonne question. Je pense qu'on a beaucoup de capacités, aussi enfant, des capacités à surmonter des choses pas évidentes. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand j'étais enfant, je me suis vraiment un peu construit une forme de carapace, qui est à la fois une protection, qui peut devenir un peu emprisonnant aussi par la suite. Il faut aussi réussir à s'en libérer à un moment donné. Après, on avait notre mère qui était bien, qui était stable, chez qui on allait quand même régulièrement. Puis après, il y a les amis, il y a la vie, il y a l'école. Bon, j'ai eu mon père comme prof aussi. Oui, donc ça rajoutait une casquette en plus. Oui, mais il était pas mal comme prof. Okay. Et après, la maladie, c'est-à-dire que l'alcoolisme, ça commence pas, on n'est pas sain et on devient alcoolique du jour au lendemain. En tout cas, malade alcoolique tel qu'il l'était, c'est aussi une longue gradation et il y a tout un chemin, en fait, une évolution, jusqu'à ce que lui, finalement, en meure, en fait, des conséquences de son alcoolisme. Mais entre bon fêtard et malade à en mourir, il y a 25 ans d'évolution, donc c'est aussi, on a aussi vécu cette évolution, et il est devenu plus malade quand on était plus grand, quand on n'habitait plus aussi avec lui. Okay. C'est un long chemin, je pense que les années font aussi leur travail, et après il faut aussi apprendre à se soigner quand même, il y a quand même des blessures qui doivent être soignées. Et ce que nous, on n'a peut-être pas eu enfant à une époque où en fait, il n'y avait pas beaucoup de prise en charge. On n'a jamais vu un psychologue, on n'a jamais été vraiment accompagné, ce qui a vraiment, je pense, manqué. Et je crois que maintenant, ça a quand même bien changé. Mais du coup, c'est un travail que j'ai fait plus tard et qui m'a permis aussi de on va dire, peut-être guérir, en tout cas, soigner des blessures qui étaient encore présentes. Ouais. Ma sœur me dit dans le film qu'elle avait l'impression, enfant,
que les choses me coulaient dessus, que ça ne me touchait pas, que ce qu'on vivait m'effleurait et disparaissait. Parce que justement, je m'étais construit cette forme de carapace, mais les choses, elles coulent pas dessus, en fait. On peut se protéger, mais elles s'entassent quand même à l'intérieur au bout d'un moment. Et puis après, ces blessures, ces souffrances sont aussi quelque chose qui nous constitue, qui sont partie de nous et dont on peut faire quelque chose aussi. En l'occurrence, moi, je fais des films. La sensibilité que j'ai, elle est aussi liée à ce que j'ai vécu enfant, pour le meilleur et le pire de mon enfance, je veux dire. Et après, je pense qu'on peut travailler à essayer de garder le meilleur et construire quelque chose, et ne peut-être pas avoir peur aussi de ce côté-là qu'on a en nous, en fait. Et puis, l'alcool a eu quoi comme place, du coup, pendant votre parcours ? Alors, l'alcool, forcément, je m'en suis toujours un peu méfié. J'ai quand même bien fait la fête quand j'étais jeune. Après, j'ai toujours fait attention que ça ne devienne pas une habitude. Enfin, il y a une chose, faire la fête le week-end. Et après, commencer à boire tous les jours, ça, j'ai toujours fait hyper attention à ça. Il y a toujours des voyants. Et je pense que j'étais tellement marqué par l'histoire de mon père que... Mais je sais que statistiquement, on a plus de chances de devenir alcoolique soi-même quand on a eu un parent alcoolique ou addict d'autres choses. Donc j'avais une vigilance, mais j'ai jamais eu trop de crainte profonde. En tout cas, j'ai toujours fait attention. Mais j'ai quand même bu, j'ai quand même fait la fête, je me suis quand même pris des bonnes mines adolescents. Donc vous avez fait votre expérience aussi, mais toujours quand même avec cette conscience derrière, en fait, des risques qu'il y avait avec l'alcool, que c'était pas un produit inoffensif non plus. Donc vous aviez cette conscience-là. Non, quand on a vu l'effet destructif que ça peut avoir sur une personne, sur une famille, sur tout un système finalement familial, c'est clair qu'on ne peut pas être innocent par rapport à cette question. Donc, Et du coup, vous sortez là maintenant de 3 semaines de diffusion intensive de votre film. Comment ça s'est passé pour vous ? Au début, on ne savait pas si on allait le diffuser vraiment publiquement. C'était encore ouvert pendant la réalisation. Et là, il est sorti avec effectivement une plus grande sortie que ce qu'on aurait imaginé. Déjà un festival à Soleure et après en salle. Et du coup, j'ai fait 20-25 séances accompagnées. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant les retours positifs et chaleureux des gens, comme les gens étaient touchés finalement par cette histoire dont moi-même je n'étais pas sûr qu'elle serait intéressante pour le public large. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même déjà beaucoup de gens qui étaient touchés par cette thématique, de près ou de loin. Beaucoup de familles où il y a alors, ça peut être un parent direct ou alors un oncle ou un grand-parent où l'alcool a été présent. Dans mon cas, il y a aussi la bipolarité de mon père. Je crois que le public, les gens étaient très reconnaissants qu'on ose exprimer et qu'on ose partager notre histoire de manière très directe. Le film est très, très direct. Que ça leur apportait quelque chose. Ça donnait aussi envie aux personnes peut-être de faire un travail, ce ne sera jamais le même, mais d'oser peut-être parler de choses qui étaient restées tabous, qui n'étaient plus parlées dans les familles. Et ça, je pense que c'est quelque chose de riche. Et si le film peut aider à faire bouger après un peu des lignes dans d'autres familles, tant mieux. Alors, ouais. C'est chouette que ça ait eu aussi ce retour-là, parce qu'effectivement, ce qui est très destructeur aussi dans ces familles, c'est ce côté tabou, qu'il ne faut pas en parler, enfin, même si on ne le dit pas ouvertement. Je ne sais pas vous comment c'était enfant, mais moi, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'il y a un peu on n'a pas besoin de le dire aux enfants, mais ils le sentent un peu que ça se passe dans la famille et on n'en parle pas à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on doit garder secret à l'intérieur des 4 murs de la maison et on n'en parle pas. Et ça, c'est quand j'entends aussi pour des jeunes adultes aujourd'hui qui disent « mais j'ai essayé tellement de fois de faire des appels au secours ». Alors peut-être que de l'extérieur, ça ne se voyait pas beaucoup, mais en tant qu'enfant, c'était très dur et ça demandait beaucoup de courage justement de faire appel et puis d'essayer d'aller allumer quelques alertes par-ci par-là. Et souvent ça n'était pas vu à l'extérieur ou peut-être pas voulu être vu non plus, en se disant que c'est quelque chose de compliqué. C'est vrai que même en tant qu'adulte aujourd'hui, c'est pas facile d'aller vers un autre adulte et puis d'en parler de sa consommation d'alcool. Et en tant qu'enfant, c'est vrai que c'est d'autant plus dur de s'extérioriser comme ça, donc d'ouvrir ça avec un film, et puis justement d'ouvrir cette porte à la discussion, c'est, je pense, quelque chose de très important. Et puis c'est le but aussi de la semaine d'action nationale des enfants de parents avec une addiction, c'est justement d'ouvrir ce dialogue pour aider aussi pour ces familles d'aller demander de l'aide. Non, je pense que c'est une chance qu'il y ait des semaines comme ça, des structures comme ça. Je pense qu'il y a 2 étapes par rapport à... Quand on est enfant, de comprendre... il y a déjà comprendre qu'il y a un problème, c'est-à-dire
À quel moment, en tant qu'enfant, on arrive à comprendre que ce qui se passe dans la famille, c'est pas normal. Ouais. Et après, effectivement, d'oser en parler, c'est encore une chose. De trouver où oser en parler, puis après d'être entendu. Je parlais avec un autre cinéaste là, qui avait fait un film sur les abus sexuels qu'il avait suivis. Un tout autre sujet. Et puis il disait toujours, les gens disent « Ah, il y a de libération de la parole maintenant ». Puis lui, il disait non, il n'y a pas de libération de la parole, il y a une libération peut-être de l'écoute, où les gens écoutent plus. Il disait les enfants ont toujours parlé, essayé de parler, mais c'est plutôt... on n'était pas prêt à les entendre. Je pense que nous, enfants, la société autour ne se rendait pas compte aussi que notre père était malade. Et je pense qu'avec l'alcool, il y a quand même souvent ça, entre bons vivants, voilà, les voisins, le village, les amis, ah, c'est un bon vivant, et puis non, en fait, à l'intérieur de la famille, on se rend déjà compte que c'est quelqu'un de malade. On n'est pas forcément pris au sérieux, mais pas parce que les gens sont malveillants, mais parce qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur de la chose à l'intérieur de la famille. Ouais. Parce que alors, après, nous, il y avait une question aussi de justice, où il y a une séparation, on est chez un père malade, une mère qui essaie de nous récupérer, et là, il y a à quel moment, finalement, la justice, donc la société, juge que finalement, une personne est dysfonctionnelle parce qu'elle est alcoolique, parce qu'elle a un autre souci. Et ça, il faut que ça soit compris de l'extérieur. Et on le comprend tout de suite plus vite à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur. Et là, je pense que c'est aussi un enjeu de la part de la justice, de la part de la société, de la part des personnes qui gravitent autour des enfants. D'essayer de faire l'effort de comprendre et que des appels à l'aide sont importants et qu'il faut les prendre au sérieux. Okay. Vous parlez d'un moment aussi que vous vous êtes un peu éloigné de votre père pendant un moment. Est-ce que comment vous l'avez vécu avec ce moment-là, c'est que ça faisait partie de l'âge aussi que vous aviez et puis que ça faisait partie du parcours de vie de s'éloigner un peu, ou c'était vraiment volontaire parce que il y avait ce besoin pour vous de vous en éloigner? Comment ça a été? Ça, je pense que c'est une grande question que tous les enfants qui ont des parents malades, ou alors tous les parents qui ont des enfants malades, se posent et qui est très dur à gérer. C'est cette question de la juste distance. Enfin, on a quelqu'un de malade qu'à la fois on aime, qu'à la fois on a envie d'aider, de soutenir, d'aider à sortir de son addiction aussi, en l'occurrence pour mon père. Et en même temps, ce besoin de se tenir à distance parce qu'on voit que finalement on n'arrive rien à faire, on voit une personne s'auto-détruire. C'était le cas de mon père, chaque année plus. Et du coup, ça a toujours été très compliqué de trouver la juste distance entre le dire j'ai le droit de m'éloigner, de ne pas le voir parce que c'est trop dur de voir quelqu'un de malade qui s'auto-détruit, dont on n'arrive rien à faire soi-même pour l'aider. En même temps, la culpabilité, il y a beaucoup de sentiments très contradictoires. Je pense qu'il faut s'autoriser le droit en tant qu'enfant. On ne doit rien, en fait, je pense, à ce niveau-là. Et je pense qu'on a le droit de couper ou prendre la distance qu'on a besoin. Il faut vraiment s'écouter. Ça ne reste pas moins compliqué parce que quand on est loin, on y pense quand même toujours. Après, mon père est décédé quand il avait 50 ou 55, je ne sais même plus son âge. Quand j'avais, je pense, 25 ans, plus ou moins. Et pour moi, c'était, ça peut être difficile à dire, mais c'était une libération quelque part qui meurt, parce que ça me permettait de mettre fin finalement à toute cette complication de relation où on n'arrivait pas à trouver très difficilement le bon équilibre. Donc c'est aussi quand il est mort finalement que j'ai pu passer à autre chose et reconstruire ce qui avait été difficile là-dedans. D'accord. Donc oui, après on peut arriver à un stade où ça devient un soulagement quelque part, même si c'est triste. Enfin, mon père, je l'aimais bien sûr. Ça peut être un soulagement que la personne la plus proche de soi meurt parce que c'est trop compliqué et que finalement c'est la seule façon de passer vraiment à autre chose. Ouais. De ce que j'entends, du coup, il y a quand même une part, un peu cette dualité, ambivalence entre vouloir s'écouter soi, prendre la place pour soi, mais en même temps ce désir et ce souci pour l'autre qu'il aille mieux. Mais ce combat un peu entre vouloir qu'il aille mieux, c'est une chose, mais on peut pas faire, encore moins en tant qu'enfant. On peut pas faire les choses à sa place. Et c'est ça dans l'addiction qui est difficile pour les proches. C'est cette impuissance aussi de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et puis que c'est pas le rôle non plus de vous en tant qu'enfant de faire en sorte que votre père aille mieux. C'est clair. Moi je dis dans le film, je suis devenu père de mon propre père entre 6 et 10 ans. Et oui, c'est compliqué, mais c'est clair, c'est bien sûr pas à nous en tant qu'enfants de faire ça, mais quand on reste après une des rares personnes
Mon père, au fil des années, a perdu quand même tout son entourage. C'est souvent, je pense, le cas avec pas mal de personnes qui ont des problèmes d'addiction sévères. C'est qu'au bout d'un moment, les amis, la famille se lassent. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la famille. Et quand il n'y a plus de compagne, après quand ses propres parents à lui étaient décédés, qu'est-ce qui reste? C'est les enfants en fait. Et on est les seules personnes encore présentes. Du coup, il y a quand même une charge forte de se dire il faut quand même aider, il faut quand même aider. Et en même temps, on voit bien que ça sert à rien, que ça fait 10 ans qu'on essaye, et que de toute façon... Et du coup, il faut après réussir aussi à trouver cette juste distance qui est celle qu'on a besoin et de s'écouter. Et on ne doit rien, je crois. Mais après, on doit gérer avec les émotions. Et de toute façon, c'est une question importante. Et je pense que là, il faut absolument se faire aider aussi en tant qu'enfant, avec un soutien, avec un psychologue, un psychiatre ou une structure comme la vôtre pour réussir à s'octroyer le droit de prendre la distance qu'on a besoin de nous. Je pense qu'un enfant, pour avoir peur d'aller parler à l'extérieur, il aurait peur peut-être de trahir ses parents, d'autant plus que ça soit explicite ou non formulé, les parents mettent un peu cette pression, on n'en parle pas, ça doit rester quelque chose de caché. Mais je crois que l'enfant doit oser le faire, et en fait il doit rien à ses parents à ce niveau-là. C'est ses parents qui sont malades et lui doit penser à lui, et même de penser à lui, de vouloir chercher de l'aide, ça aidera au final la famille en entier. Est-ce qu'il y a une scène comme ça du film que vous préférez Alors, dans le film, il y a 2 types de scènes. Il y a les scènes où on parle en famille, puis après il y a des scènes un peu plus ludiques aussi avec mes enfants. Moi, il y a une scène que j'aime bien, c'est une scène avec mes 2 filles, mes 2 premières filles, où on est au cimetière sur la tombe de mon père, en l'occurrence, qui est d'ailleurs un peu foutraque, un peu à l'image de mon père. Et on était allé justement pour le film, je crois pour la première fois finalement, au cimetière, voir la tombe de mon père. Et ce film, c'était ça aussi un peu, c'était de se dire, de faire vivre un peu ce fantôme, parce que finalement, mes filles l'ont jamais rencontré, en fait, n'avaient jamais vu de photos même. C'est en faisant le film, en leur montrant les albums, que je me suis rendu compte que je leur avais jamais montré de photos, que je leur avais jamais vraiment présenté qui était cette personne. Et là, en l'occurrence, lui est décédé, donc c'était comment faire vivre quelque part aussi leur grand-père, et en faire quelque chose de positif aussi. Et il y a une scène du coup assez ludique au cimetière, où ça devient finalement un espace de jeu, un espace où on rigole aussi, et comment finalement faire vivre cette histoire sans faire un tabou de nouveau qui pourrait après se répercuter sur mes propres enfants, mais réussir à leur parler de cette histoire et réussir à partager ça pour que ça ne devienne pas quelque chose de caché et qui inconsciemment ressort sur une génération suivante. Dans le film, il y a aussi beaucoup la nature qui est présente. C'est une ressource qui a toujours été présente pour vous, plus aujourd'hui, ou c'était pour mettre un peu justement dans le tempo un peu plus de moments de pause, parce que c'est justement des sujets hyper forts, les échanges que vous avez avec votre mère, avec votre sœur, c'est très fort en émotion. C'était pour permettre justement qu'on puisse souffler des moments, ou même vous, comment c'était? Et effectivement, ça a deux raisons, 2 sens d'être dans le film. C'est à la fois, moi, ça a toujours été un lieu dans lequel je me ressource. C'est peut-être prendre des skis et aller dans la forêt. Ou quand j'étais enfant, j'ai toujours été sensible à la nature. Après, chacun son truc, mais c'est des lieux de ressourcement importants pour moi, en tout cas. Et puis après, dans le film, effectivement, il y a la parole qui est forte, qui des fois est confrontante. Et il y avait besoin dans le film d'avoir ces moments pour se ressourcer, pour rentrer les moments de parole aussi, que chacun digère aussi les choses. C'est ça, ouais. Quand on parle, et si d'autres personnes souhaitent rouvrir la parole dans leur famille, on peut pas juste arriver un samedi matin et on va parler de tout en 2h30. Et quand il y a des choses qui sont un peu bloquées, quand il y a une partie de l'histoire qui est compliquée, où il y a des visions différentes, on peut commencer à parler, faire bouger un peu les choses. Après, peut-être qu'il faut laisser passer quelques semaines, quelques mois, en tout cas c'était comme ça dans le film, pour que chacun, que ma mère, que moi, que ma sœur, on évolue entre-temps. Et ça, c'est symbolisé dans le film par ces moments de pause. Parce que quand on a vécu une enfance avec des choses compliquées comme ça, et qu'en tant qu'enfant, même si on a 40 ans, on reste l'enfant de ses parents, et qu'on souhaite par exemple en reparler avec sa mère ou ses parents,
Forcément, il y a des visions différentes, il y a des choses qui sont difficiles aussi pour les parents, d'accepter en fait des choses que le vécu fort qui a été enfant. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui, justement, à un jeune qui traverse des choses aussi avec un parent malade psychiquement, mais avec aussi une dépendance? C'est une bonne question. Déjà courage, parce que je sais que c'est pas, ça peut être dur, voire très dur. On peut se sentir seul, de savoir qu'au final on n'est pas seul. Enfin, déjà qu'il y a finalement beaucoup d'enfants qui vivent ça, et que même si on le vit, ça peut sembler insurmontable ou insupportable. On peut quand même le traverser, on peut s'en remettre, on peut après construire une vie. Ce qu'on vit là, qui peut sembler dur, c'est aussi quelque chose qui, peut-être, je l'espère en tout cas, c'était je pense mon cas et peut-être d'autres enfants aussi, nous nourrir pour après nous apporter quelque chose de fort en nous quelque part. Et je pense qu'un des conseils, je dirais, c'est vraiment d'en parler, de ne pas rester seul avec sa souffrance. C'est, je pense, la pire chose à faire. Et je pense qu'il faut aller en parler à des structures comme la vôtre, comme d'autres structures qui sont là pour ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de psychologues aussi pour les enfants. C'est quelque chose de plus commun. Et c'est quelque chose de compliqué de vivre ça avec un enfant malade. C'est quelque chose quasiment impossible de gérer seul. Et il faut s'aider. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte par rapport aux parents, on a le droit de le faire, même si peut-être les parents ne poussent pas vers ça. Parfois les parents se rendent pas compte ou veulent pas se rendre compte qu'ils sont malades, donc peut-être auraient peur que leur enfant aille voir un psychologue, ça voudrait dire qu'eux-mêmes sont malades, alors qu'en fait ils le sont. Et je pense que les enfants doivent aussi oser prendre le courage et d'aller en parler, qu'on soit petit enfant ou plus grand, ou même adulte ayant vécu ça, et si on l'a jamais fait, je pense qu'il faut oser se faire aider et oser trouver les ressources à l'extérieur aussi. Ok. Et vu que vous parlez de l'extérieur, qu'est-ce que vous pourriez dire justement à quelqu'un qui est proche de la famille ou même des professionnels qui sont autour de ces enfants qui pourraient peut-être voir des choses, ou qu'est-ce que vous leur diriez à eux? Je dirais que c'est déjà à l'intérieur de la famille qu'on se rend compte au début des dysfonctionnements. Et quand on commence à le percevoir à l'extérieur, même si c'est très léger, ça veut dire que c'est sûrement déjà assez gros dans la famille. Quand on commence à le voir, c'est qu'il faut commencer à s'inquiéter, et je pense que là, il faut prendre ça au sérieux. Et si un enfant commence à parler, ça ne sera pas évident pour l'enfant de le faire, donc il ne va pas forcément le faire avec des mots très forts, mais si on commence à sentir une souffrance, il faut vraiment oser écouter aussi l'enfant et prendre le temps. Et après, je pense qu'il faut peut-être consulter des structures comme la vôtre ou d'autres pour savoir quoi faire si on est confronté en tant qu'école ou en tant que voisin. J'avais une psychologue une fois qui m'avait appelée justement pour parler d'une situation, et je trouve une phrase qu'elle m'a dite qui reste assez fort, c'est que de se dire que cette fille faisait preuve de courage tous les jours pour vivre avec sa maman, et que c'était à elle maintenant de faire preuve de courage pour pouvoir en parler directement avec la maman des choses qu'elle avait remarquées. Oui. Je trouve que ça c'est fort. Oui. Mais c'est clair que c'est pas évident, hein, en tant que voisin de palier ou voisin d'immeuble, ou alors on le voit et qu'est-ce qu'on fait, à quel moment on ose intervenir ou pas. C'est vrai que de toute façon, après, moi j'en veux à personne. Nous on s'est quand même senti très seuls en tant qu'enfant. Je pense qu'on s'est senti quand même un peu abandonné dans une situation qui était compliquée. C'était aussi une époque où il y avait peu d'encadrement, peu de suivi. Je pense vraiment qu'il y a manqué quelque chose. Et je pense qu'on aurait pu s'en sortir beaucoup mieux si on avait été plus entouré, plus encadré. Et puis pour finir aussi sur une note, dans votre film, on ressent beaucoup l'amour qu'il y a entre vous, les liens qui sont très forts, mais aussi l'amour qui était présent de votre père envers vous et de vous envers lui. Quelles sont les valeurs comme ça que vous avez reçues en tant qu'enfant et que vous dites ça je garde? Il n'y a pas que des choses justement où vous mettez de côté, mais qu'il y a des choses que vous gardez et que vous mettez en place pour les donner et les transmettre à vos filles. Oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose aussi de... Si je parle de moi, qu'un père malade, moi je ressemble comme deux gouttes d'eau à mon père. Physiquement, on m'a toujours dit que je ressemble à mon père, et même de caractère, je ressemble quand même beaucoup. Et c'est aussi que faire pour ne pas rejeter tout, parce que si on rejette ce qu'est son père par peur de devenir comme lui ou par peur de lui ressembler, finalement on rejette une partie de soi-même aussi. De lui, c'est vraiment l'amour et la tendresse que
que j'ai gardé. C'est quelqu'un de... je pense que c'est pas le seul parent malade. C'est souvent des gens aussi fragiles, qui ont une grande fragilité. Donc c'est aussi une tendresse, quelque chose que moi j'ai gardé, qui reste aujourd'hui de mon père. Et que j'ai envers mes enfants aussi. Mais c'est vrai qu'on peut avoir peur de la partie de nous qui ressemble à notre parent malade. Et je pense que c'est aussi un travail de réussir à prendre ce qu'il y a de bon. Et c'est pas parce que la moitié de moi, c'est un peu mon père quelque part, que je vais devenir comme lui. Et oser exprimer en fait cette partie de soi. Et ça, je pense que c'est important de réussir à faire ce travail. Sinon, on se coupe d'une partie de soi-même et on s'auto-sabote soi-même en fait. Mais voilà. Après, c'est un travail qui se fait sur le long terme, parce qu'à un moment donné, si on coupe avec ses parents parce qu'ils sont trop malades, on doit à un moment donné couper aussi. Et c'est plus tard qu'on arrive aussi à faire ressortir ce qui va de beau. Le temps, du coup, a une notion importante. C'est des choses qui prennent du temps, mais qui... Et aussi avec ce moment de votre film, on sent justement avec ces pauses, que le temps passe doucement, mais que voilà, c'est quelque chose de présent et qui est important et qui porte ses fruits, parce qu'en temps, vous avez fait un sacré bout de chemin aussi avec toutes ces années. Oui, je pense qu'il faut avoir confiance que le temps fait beaucoup aussi, et qu'il faut du temps, et ça prend du temps. Mais il faut avoir confiance, je pense que même si c'est dur, c'est possible de s'en remettre, de passer à autre chose et de construire soi-même un avenir, une famille, et de pas reproduire ce qu'on a vécu. Mais pour ça, il faut accepter déjà qu'il y a eu une souffrance, un problème, accepter de se soigner, accepter de faire le chemin, et je pense qu'il y a de très bonnes chances que ça donne quelque chose de beau au final. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a encore autre chose que vous aimeriez partager, ou vous dites ça, on n'a pas discuté de ça, et que ce serait important pour vous? Non, mais je suis de tout cœur avec les enfants qui vivent des choses similaires à ce que j'ai vécu, et ça me touche toujours beaucoup d'imaginer. Et on en voit des enfants dans un parc, on voit bien le parent qui va pas bien dans le train. Enfin, moi, je suis hyper sensible à ça. Je les vois directement à 500 mètres à la ronde, les parents un peu. Et je vois ces petits bouts de chou. Et non, courage à vous, accrochez-vous, et l'avenir peut être beau. Merci beaucoup, Gwenaël. Est-ce que si quelqu'un justement aurait envie de voir votre film, est-ce qu'il y a encore d'autres diffusions prévues? Oui, alors on arrive un peu à la fin de la séance, mais au mois de mars, il y a encore plusieurs séances, notamment à Lausanne, au cinématographe à Lausanne, à la Vallée de Joux, à Aubonne aussi, et on aura encore des séances après en novembre. Mais il y a un site qui s'appelle cinedoc.ch, et là on retrouve la plupart des séances. Autrement, sur internet, vous trouverez les séances. Mais je suis encore à plusieurs séances présents pour échanger aussi, donc avec plaisir pour vous écouter aussi. Chouette. Merci beaucoup, Gwenaël. Merci à vous, c'était très riche.